Bonjour Florent, on est à Villaines-sur-Seine avec Kotaro Fukuma pour Reportage VIP et RVVS. Bonjour Kotaro. Bonjour. On va commencer par parler de l'album sur Debussy que vous avez fait, qui est disponible en téléchargement légal sur internet notamment. Parlez-nous de ce compositeur et comment vous est venue l'idée de réaliser cet album. Oui, donc Debussy, c'est un compositeur très important pour moi depuis longtemps. Quand j'avais 8 ans, 9 ans, j'ai joué le premier arabesque de Debussy. Et c'était la première pièce que j'ai appris de Debussy. Mais même avant, j'entendais par les disques, par les enregistrements, ces œuvres comme Clair de Lune. Enfin, je ne peux pas nommer tout ça, mais il y a plein de pièces qui me paraissaient très, très intéressantes, mais ça me paraissait quelque chose de spécial. Il y a plein de couleurs et c'est très fascinant. J'ai joué beaucoup de la musique française, impressionniste, donc Debussy, Ravel, Fauré, quand j'étais lycéen. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de venir à Paris pour étudier la musique après le lycée. Et j'ai appris plein de choses aussi au Conservatoire de Paris avec mes profs Bruno Rigotto et parmi les autres. Et puis l'idée de faire cet album Debussy, c'est parce que une des raisons, c'était à cause de l'anniversaire, 150e anniversaire de Debussy l'année dernière, en 2012, et je voulais faire rendre un hommage à ce compositeur que j'estime beaucoup. Et puis aussi, je voulais monter un projet très personnel, très important. C'est un projet autour de l'eau. Et ça s'appelle en anglais Shimmering Water. Ça vient de mon prénom qui a un caractère chinois, enfin ce qu'on appelle kanji. Et une partie c'est de l'eau, une partie c'est de la lumière. Donc je le considère, c'est mon identité. Et il y a beaucoup de pièces liées à l'eau et la lumière, notamment chez Debussy. Donc je voulais faire un disque autour de cette idée et ce thème-là. Et donc j'ai nommé le titre de l'album Reflet dans l'eau. Et il y a aussi la cathédrale engloutie, Ondine, Jardin sous la pluie, l'île joyeuse, plein de pièces liées à l'eau. Et je voudrais donner cette image, plein d'images fantastiques, et aussi amener à nos auditeurs dans des scènes au bord de l'eau, sur l'eau, je ne sais pas, mais des différents. Ça fait un bel voyage, je pense. Alors effectivement, nombre des compositeurs que vous reprenez, comme Debussy, on l'a dit, Albéniz ou Schumann, sont issus de la période romantique. Que vous inspire ce courant au départ littéraire qui s'est propagé dans toutes les formes d'art? En général, j'aime beaucoup la musique romantique parce que pour moi, c'est important d'avoir les émotions, en jouant la musique ou en écoutant la musique. Et avec la musique romantique, c'est toujours, je dirais pas facile, mais il y a toujours quelque chose qui me parle au cœur. Donc c'est très important. Mais par contre, chez Debussy, il y a un autre côté nécessaire, essentiel, c'est plutôt donner la sensation, comment dirais-je, comme matériau. Donc si vous touchez un tissu comme ça, si vous touchez l'eau, si vous touchez une glace, verre, ça donne une impression tellement différente. Et c'est ça ce qui est magnifique chez l'impressionniste. Et donc quand je joue la musique impressionniste, j'essaie de trouver la qualité du son dans ce sens-là. Non pas seulement donner les émotions, mais donner la sensation matérielle. Alors justement, lorsque vous reprenez une œuvre d'un compositeur, comment se passe pour vous le travail de l'appropriation de l'œuvre? Est-ce que vous travaillez sur la culture du pays du compositeur, sur la vie du compositeur? Oui, en général, c'est très important pour moi de savoir sur la vie de compositeur et aussi ce qui se passait dans l'histoire où il a vécu.
Donc, par exemple, Chopin, il a vécu pendant 20 ans, enfin 19 ans en Pologne. Et donc, il est polonais, mais il a quitté son pays. Et puis, il a vécu dans une partie en France. Mais il s'est passé plein de choses dans l'histoire. Et j'ai lu pas mal de biographies sur lui. Et puis, j'ai lu parfois des lettres qu'il a écrites à sa famille, aux amis, et ça montre aussi sa personnalité. Et c'est très important pour moi de savoir. Et puis parfois, ça m'arrive aussi d'être étonné que la personnalité ne correspond pas forcément à la musique. Enfin, c'est-à-dire que la musique paraît quelque chose de très puissant, très, comment dirais-je, je ne sais pas, mais la personnalité du compositeur pourrait être très sensible. Mais c'est un peu de contradiction, mais ça prouve que ce compositeur avait quelque chose de très puissant en soi. Et donc il ne pouvait pas montrer facilement, mais il s'est exprimé avec la musique. C'était la seule façon, la seule possibilité pour ça. Et je trouve ça magnifique. À noter également que l'histoire, la personnalité du compositeur influe et le contexte historique également. Quelqu'un comme Grieg qui a vécu en Norvège, qui a redécouvert le folklore norvégien en allant au Danemark, ça influe sur son type musical, où il s'est engagé vraiment dans cette voie du Nord par exemple. Et ça, c'est essentiel de travailler la biographie de l'auteur pour pouvoir réinterpréter correctement les œuvres. Oui, aussi, donc j'ai voyagé, j'ai fait des voyages personnels sans avoir des engagements professionnels pour approfondir ma connaissance sur le compositeur. Bon, par exemple, avant de faire l'enregistrement d'Albéniz, j'ai fait un voyage personnel en Espagne 2 fois pour voir le pays. Et voilà, donc j'ai vu le spectacle flamenco et je suis allé dans un bar pour juste voir l'ambiance. Et puis j'ai fait connaissance aussi plein d'amis, enfin plein de gens locaux, oui, et de converser en langue locale, donc en espagnol, même si je ne parle pas très très bien, mais c'est très important pour moi d'être dans la culture et de se sentir, voilà, comment je peux transformer ces esprits à la musique. Comment se passe le travail de réinterprétation sans trahir la volonté qu'a voulu lui donner son compositeur? C'est très difficile, mais je me pose la question tous les jours, et chaque instant, chaque fois que je joue, est-ce que c'est bien de faire comme ça? Est-ce que c'est dans la direction que le compositeur a voulu? Mais le fait que j'ai travaillé avec les compositeurs vivants, contemporains, m'ont fait réfléchir différemment. C'est-à-dire que des fois, ça m'arrive, donc je joue des choses comme ça, et le compositeur dit ah tiens, c'est pas mal ce que tu fais. En fait, il voyait autrement, mais il accepte. Et en fait, même il a préféré comme j'ai fait. Mais à la base, il faut respecter toutes les indications du compositeur, bien sûr. Mais après, il y a l'interprétation et il y a milliers de possibilités. Et même, il a marqué, par exemple, forte et piano un peu plus loin. Est-ce que, voilà, la différence entre forte et piano, c'est très varié. Et puis, est-ce qu'on fait la diminuendo, donc on diminue entre les deux nuances, il faut que ça soit il faut que le piano soit quelque chose de surprenant. Donc il y a plein de possibilités. Et ça c'est très personnel. Donc ça dépend de l'interprète. Mais je pense qu'il faut se questionner de toute façon. Sinon,
on n'aura pas plus de possibilités au bout d'une semaine. Voilà, j'ai fait mon interprétation et je suis convaincu avec mon interprétation. C'est un peu ennuyeux. Et moi, je cherche toujours d'autres possibilités et pour évoluer mon interprétation. Et donc, même si je joue une pièce dans, je ne sais pas, quelques mois dans un concert, peut-être je jouerai carrément assez différent, mais ça m'arrive. Mais je ne dirais pas ça devient mieux en mieux, mais je pense que c'est important comme attitude, comme un artiste, de chercher l'interprétation, la possibilité dans la musique, et tout en respectant le compositeur, l'intention du compositeur. Adaptation et respect du compositeur. Tout simplement aller rechercher la lecture des notes. Ça passe également par ça, c'est la base. Oui, la base, c'est ça aussi. Et puis, j'ai appris quelque chose, très très bonne chose, par une de mes professeurs de piano au Japon. Elle s'appelle Madame Igeta, et j'ai travaillé avec elle pendant 8 ans, et donc avant de venir en France. Elle a dit que l'essentiel de la musique, c'est le chant. Donc, il faut chanter tout le matériel dans la musique, non pas seulement les mélodies principales, mais dans l'accompagnement aussi. Elle fait beaucoup d'accompagnement vocal d'ailleurs. Donc, quand je travaille sur la musique, même si c'est la musique contemporaine, à part, il y a des œuvres qui n'ont rien de rapport avec le chant, le vocal, mais même si c'est très difficile et compliqué à chanter, j'essaie de chanter, de jouer d'une façon vocale. Bon, si ça ne marche pas, tant pis, mais pour moi, c'est vraiment essentiel, parce que ça crée aussi une porte avec la voix humaine et aussi l'accès humain à la musique. Et d'extérioriser également ce que l'on produit, en quelque sorte. Bien sûr, il y a des moments où je cherche plutôt les images fantastiques ou même concrètes. La scène flamenco, par exemple, quand je joue à la musique d'Albéniz. Et puis, je vois aussi le mouvement. Ça peut être un mouvement abstrait, ça peut être un mouvement d'une danse. Oui, donc il y a plein de possibilités. Et c'est ce qui est merveilleux. Comment faites-vous le choix des morceaux que vous allez intégrer à un album, par exemple concernant Reflet dans l'eau? Oui, donc comme je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai décidé de faire un album avec les œuvres de Debussy, mais autour du thème de l'eau. Et c'est très important pour moi d'avoir un concept quand je compose un programme, même pour les récitals solo. J'aime bien s'il y a un concept en derrière. Et puis pour l'enregistrement, je réfléchis comment on peut accéder facilement et puis faire un voyage musical en connectant le disque. Et le disque, ça reste toujours pareil. La musique, c'est pas un instant, c'est pas live, mais il faut que ça soit quelque chose qui donne fraîcheur aux auditeurs. Surtout si on fait l'enregistrement d'un compositeur qu'on connaît bien, comme Debussy ou Chopin, parce qu'il y en a déjà milliers de disques. Donc moi j'aimerais bien avoir quelque chose de personnel. Et j'ai fait d'ailleurs un enregistrement, un album de Chopin récemment au Japon, et ça va sortir au mois de septembre au Japon. Et c'est autour de 4 ballades. Mais je n'ai pas joué 4 ballades en enchaînement. C'est-à-dire que j'ai mis quelques petites pièces entre chaque ballade, mais qui étaient composées en même période de chaque ballade, pour avoir, je ne sais pas, une autre dimension, une autre perspective pour les œuvres. Je voulais vraiment faire quelque chose de grand, de complexe.
comme une œuvre, aussi comme un album. Et donc, oui, il y a l'introduction avec Andon de Spianato et Conte polonaise. Et à la fin, j'ai joué l'étude fameuse, la tristesse, pour que ça finisse avec beaucoup de nostalgie, je dirais. Mais au milieu, il y a plein de drames, avec 4 ballades et d'autres pièces. Oui. Donc ce sont des choses que je réfléchis souvent. Voilà. Si on me propose un enregistrement, je réfléchis beaucoup sur le programme. Et il y a plein de façons de faire un programme. N'est-ce pas le cadencement, le rythme que l'on va donner au programme qui fait la personnification et qui fait que l'auditeur va être captivé? Oui. C'est aussi, surtout quand je fais un programme maniaque avec contemporain, je vois la réaction des gens. Ah, il y a des pièces contemporaines, peut-être je ne peux pas aimer ce concert, mais je mets aussi des trucs faciles à écouter et puis connus. Et donc, j'ai monté un programme autour de Takemitsu. Toru Takemitsu, c'est un compositeur japonais. Et j'ai mis John Cage, j'ai Olivier Messiaen, je sais pas, Yanis Xenakis. Mais ce sont des gens qui ont influencé Takemitsu, donc ils ont le rapport. Et puis, mais j'ai joué Clair de Lune de Debussy, et puis une ère dans la Passion Saint-Mathieu de Bach que Takemitsu a adoré. Et c'était la dernière œuvre que Takemitsu a entendue dans sa vie, parce qu'il était hospitalisé. Et quand il a mis la radio, c'était la Passion Saint-Mathieu, et c'était sa musique préférée. Et donc c'est très belle histoire. Et je voulais monter comme ça un programme autour de sa vie pour montrer que c'est pas juste une musique contemporaine, c'est pas quelque chose que certains gens ne peuvent pas accéder. Je peux comprendre, mais il y a une façon d'accéder facilement. Donc j'essaie de trouver ça. Et de donner du sens? De donner du sens, bien sûr. Justement, vous venez de parler des compositeurs contemporains, comme Toru Takemitsu. Est-ce que ça ne vous donne pas envie, vous, de créer vos propres compositions? Alors, bon, là maintenant, j'ai pas très envie, mais j'ai plein d'autres projets pour jouer, pour interpréter. Bon, honnêtement, je préfère interpréter les œuvres et puis de jouer devant le public que passer des heures en français en recherchant sa propre création. Mais c'est pour ça que j'estime énormément les compositeurs, parce que je sais combien c'est difficile à créer des choses. Mais à vrai dire, j'ai composé quelques petites pièces quand j'étais petit, c'est-à-dire que j'avais 5 ans, 6 ans. Mais je me suis rendu compte tout de suite que je n'étais pas talentueux pour la composition, parce qu'il n'y avait pas du tout d'originalité, et tout ce que j'ai écrit me semblait quelque chose que je connaissais, enfin j'entendais avant, donc du style Mozart, de Chopin. Bien sûr, il faut commencer par là. Il faut peut-être imiter et prendre les motifs, le matériel des autres, et on trouve petit à petit l'originalité. Mais bon, je vous raconte quelque chose de l'histoire. C'est que j'ai un ami compositeur français qui s'appelle Thierry Huyet, dont j'ai créé quelques œuvres. Notamment, il a écrit une œuvre pour mon projet autour de l'eau l'année dernière. Ça s'appelle 7 haïkus sur le thème de l'eau. Donc, il est très attaché à la culture japonaise et il a donc composé sur les haïkus japonais liés à l'eau. Mais il est aussi un grand pianiste et
En fait, il a commencé à composer, si je ne me trompe pas, quand il avait trentaine d'années. Enfin, donc 33 ans, 4 ans, je me souviens plus, mais par là. Et avant, il n'a jamais étudié la composition. Et donc, c'est fascinant. Et il m'a dit, voilà, avant d'avoir 30 ans, il n'a jamais pensé qu'il devenait un compositeur. Mais ça lui est arrivé comme ça, juste un instant, et il s'est mis à la table et créé des musiques. Et c'était tellement quelque chose qui l'a attiré énormément et qu'il n'a pas arrêté. Et maintenant, il a composé des trucs symphoniques aussi. Oui, donc peut-être dans 2 ans, 3 ans, ça m'arriverait aussi. C'est possible. Oui, donc je laisse une porte ouverte pour cette possibilité. Mais là, cet instant-là, je n'ai pas envie de consacrer mon temps pour créer mes propres musiques, mais interpréter les œuvres des autres. Cet exemple montre que la composition peut devenir innée dans sa vie. Oui, tout à fait. Et je vous donne un autre exemple, c'est le Toru Takemitsu. Il s'est né à la musique en écoutant la chanson française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était très jeune, 14 ans, 15 ans, et il travaillait dans un camp des soldats. Mais il y avait un officier qui avait la collection des enregistrements de la musique occidentale. Mais à l'époque, pendant la guerre, c'était interdit de l'écouter. Mais il a joué en cachet. Et Takemitsu a entendu cette chanson française fameuse « Parlez-moi d'amour », chantée par Lucien Boyer. Et j'étais vraiment émerveillé. C'est cet instant-là qu'il a décidé de devenir un musicien, enfin un compositeur. Il voulait créer quelque chose. Mais avant, il n'a jamais écouté la musique. Enfin, il n'a jamais étudié la musique. Donc, oui, ça peut arriver quelque chose comme ça dans la vie. Et vous, d'où vient ce plaisir, cette envie, cette exigence pour le piano ? 5 ans, début pour le piano. Alors, chez moi, dans mon cas, c'est pas comme ça que c'est arrivé. C'était de ma naissance, même avant, parce que dans ma famille, il n'y a pas de musicien professionnel. Mais ma mère, elle aime beaucoup la musique classique, notamment piano. Bon, elle jouait un petit peu quand elle était jeune, mais elle n'était pas sérieuse et elle a fait plein d'autres choses aussi. Mais quand même, sa passion pour la musique restait. Et donc, elle avait une collection des enregistrements en vinyle et puis le CD. Donc, quand je suis né, c'était à l'époque, il y a le CD qui venait. Donc, elle a acheté un grand recueil de grands classiques pour le piano solo. Et donc, elle a écouté tout le temps, quand elle était enceinte, quand elle m'avait. Et puis, oui, depuis que je suis né, j'entendais aussi. Et puis, on avait un piano à la maison et j'ai 2 sœurs aînées qui jouaient, qui apprenaient. Enfin, ma sœur aînée, elle a commencé à apprendre le piano à l'année où je suis né. Oui. Donc, je suis né avec la musique, avec le piano dans la famille. Donc, j'ai beaucoup de chance. Et puis, le fait que j'ai commencé donc à apprendre le piano à l'âge de 5 ans, c'était pas comme je voulais. En fait, je voulais commencer plus tôt. Vers la fin de l'âge de 3 ans, j'ai dit à maman, parce que je voyais que mes sœurs faisaient le piano, et je voulais apprendre aussi, j'étais vraiment intéressé. Et j'ai demandé à ma mère si je pouvais aussi apprendre le piano, mais comme je suis un garçon, dernier enfant, et elle a pensé que voilà, ce garçon ne pouvait pas continuer
apprendre. Et puis la professeure, elle venait à la maison de donner le cours, mais elle fait des cours pendant 1 heure. Elle ne fait pas une demi-heure pour le petit. Voilà. Donc, elle pensait qu'1 heure de cours pour un enfant de 3 ans, c'est trop long et puis on dépense beaucoup. Donc, elle m'a dit, voilà, attends jusqu'à tu as 5 ans. Voilà. Et moi, j'ai pris ça très sérieusement et que j'ai pas répété ma volonté. Mais bon, j'ai joué en cachette le piano un petit peu, et puis mes sœurs m'ont appris do, ré, mi, fa, sol, la, si, do quand même. Mais au jour de mon 5e anniversaire, je suis allé à ma mère et est-ce que je peux commencer le piano maintenant là? Elle était très étonnée et fascinée que j'étais vraiment sérieux avec cette histoire de piano. Et donc elle a appelé la professeure et donc le dernier enfant, Kotaro, veut apprendre le piano aussi. Donc à partir de la semaine prochaine, il y aura 3 enfants à donner les cours. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ma professeure avait aussi une petite inquiétude que je ne tiendrais pas cette passion longtemps. Donc elle a commencé vraiment petit à petit pour apprendre les choses. Elle a parlé plein d'autres choses que la musique dans le cours. Par exemple, quel genre de couleur tu aimes, qu'est-ce que tu fais dans l'école, des choses comme ça. Mais je ne voulais pas parler de ça. Je voulais apprendre la musique. Et donc, à l'époque, j'étais tellement timide que je n'ai pas osé à dire à ma prof. Mais j'ai dit à maman, je n'aime pas que ma professeure parle autre chose que la musique. Et que ma mère lui a transmis. Et c'est comme ça que, oui, elle m'a appris plein de choses après et j'ai absorbé très très vite. Et quand j'ai eu cette capacité de déchiffrer, lire la musique, j'ai commencé à déchiffrer les morceaux que j'avais entendus, que j'ai écoutés par les enregistrements. Et oui, c'est là où mes parents ont commencé à acheter les partitions pour moi et je les suis vraiment reconnaissant d'investir pour ça parce qu'ils ne sont pas musiciens, ils ne connaissent pas la vie d'artiste et ils n'avaient même pas pensé que je pourrais devenir un musicien pianiste professionnel, mais ils n'ont jamais hésité à acheter les partitions, les enregistrements aussi, des œuvres auxquelles j'étais intéressé. Oui. La curiosité et ce manque, est-ce que ça a été le moteur pour ensuite continuer? Je pense que d'une façon c'était bien d'avoir cette, je sais pas, donc j'étais passionné, mais impatient, oui. Aussi. Impatient aussi. Et cette attitude m'a lancé vraiment. Mais en fait, j'avais pas mal d'obstacles comme ça dans ma vie de jeunesse. Mais bon, c'est pas si dramatique. Mon père n'avait vraiment pensé que je pourrais être un pianiste professionnel. Donc il me demandait tout le temps, tu joues encore au piano? tu penses que tu pourras être pianiste professionnel? Mais je ne peux pas répondre ça parce que j'avais aucune idée non plus. Je ne peux pas dire oui. Et puis quand j'étais au lycéen, oui, il fallait que je décide sérieusement. Ah non, avant, donc pour choisir le lycée, au Japon, il y a des lycées spécialisés pour les musiciens, pour la musique. Il y a des conservatoires, mais le système est un peu différent. Donc il faut choisir le lycée
Et puis il y a le lycée public, donc c'est normal. Et puis le lycée un peu spécialisé pour les musiciens. Mais le choix du lycée, c'était pas si une grande question pour moi et puis pour mes parents, parce que j'étais quelqu'un curieux, non pas seulement à la musique, mais aux autres choses aussi. Et puis mes parents ne voulaient pas que je reste toujours dans la musique. Et ils avaient raison. Et puis ma professeure, Madame Higueta, m'a conseillé d'aller au lycée normal pour avoir des collègues non musiciens. Et elle avait raison. J'ai plein d'amis extraordinaires qui ne sont pas dans la musique, mais qui m'influencent, qui m'inspirent aussi. Et je pense que je les inspire aussi. Donc il y a un grand mouvement multiple. Et maintenant, ils sont devenus assez connaisseurs de musique classique à cause de moi. Oui. Et je suis assez fier. Et 2001, le Conservatoire de Paris, c'est un moment important pour votre formation. Parce que là, Oui. l'étranger, puis le Conservatoire et la culture française qui vient s'imprégner, dont on a parlé avec Debussy, Ravel, Chopin. Tout ça s'offre à vous. Voilà, donc après avoir fini les études à lycée, je suis entré dans le conservatoire. Mais pour ça, il a fallu que je combatte un peu avec mon père parce qu'il voulait que j'aille à l'université au Japon. Bon, c'est un peu personnel, mais c'est toujours important au Japon d'avoir un diplôme dans une université, un degrees. Mais vraiment, je voulais venir en Europe pour étudier la musique. Parce que comme j'étais jamais dans une école de musique au Japon, je voulais voir aussi comment ça se passe. Et puis d'être entouré par les musiciens, d'être vraiment dans le circuit de musique, dans une école, on apprend plein de choses. Voilà. Et ma mère, elle était toujours d'accord avec moi. Enfin, elle a compris qu'elle ne pouvait pas me résister. Et que, voilà, on a quand même convaincu mon père. Mais quand même, il m'a donné des conditions. Et que si je rate le concours d'entrée au conservatoire, peut-être il pourrait me dire, voilà, il faut abandonner de devenir un musicien professionnel. Il ne l'a pas dit, mais j'ai senti ça, parce qu'il me donnait tout le temps la pression, même s'il ne connaît pas la musique, mais je pense qu'il voulait avoir assurance, il veut être rassuré que je sois vraiment capable de devenir professionnel. Donc il a dit ça, et après que j'ai réussi à entrer dans le conservatoire, il m'a demandé combien de temps tu vas rester au conservatoire, enfin, en France, pour travailler à la musique. Et j'ai dit au moins 3 ans, 4 ans. Il a dit autant, il faut que tu aies un succès, enfin tu as commencé en tant que professionnel pianiste à l'âge de 20 ans. Donc dans 2 ans, tu vas avoir 20 ans. Il faut avoir quelque chose de succès. Et si tu n'arrives pas, il faut penser sérieusement. Et donc, c'est-à-dire que, ok, je n'ai que 22 ans pour apprendre la musique, mais bon, c'est un peu exagéré ce qu'il dit. Mais quand même, j'ai gardé ces mots. Et puis, pendant 2 ans, j'ai étudié énormément pour la musique, mais tout en restant vraiment heureux. J'étais vraiment heureux d'avoir passé le temps au Conservatoire de Paris. Et puis le fait que j'ai pu faire beaucoup de musique de chambre, c'était vraiment bien. Parce que quand j'étais au Japon, je n'avais pas d'occasion. Enfin, j'ai fait un peu de 4 mains, 2 pianos, avec voilà, les autres pianistes dans la classe de piano. Mais
avec les autres instrumentalistes, c'était pas toujours donné pour quelqu'un qui n'était pas dans l'école de musique. Donc c'était quelque chose que j'ai vraiment joie d'en faire. Et puis, le fait que j'étais à Paris, ça m'a influencé plein de choses. J'ai vu plein d'événements culturels, artistiques, non pas seulement dans la musique. Bien sûr, j'ai visité plein de musées, expositions, et puis j'ai fait connaissance avec les artistes, photographes, sculpteurs, peintres. Et ça m'a inspiré beaucoup. Ouais. Kotaro, quels sont vos prochains concerts pour l'Île-de-France? Alors, j'ai quelques concerts à partir de septembre. Alors, le 1er septembre, je vais jouer au Parc de Bagatelle Paris, dans le cadre de Soliste au Cerf d'Auteuil. Et le 10 octobre, je vais jouer à la Salle Cortot pour l'organisation Nouveau Virtuose. Et puis le 13 octobre, donc 3 jours après, je vais jouer à Saint-Germain-en-Laye, dans le musée Maurice Denis. Voilà, j'ai 3 concerts prévus dans la région parisienne. Et en 2012, vous êtes produit en concert sur les 5 continents, notamment un pays, une tournée en Chine. Quelles sont vos impressions sur cette tournée mémorable? Oui, j'ai tourné en Chine pour la première fois l'année dernière, au mois de mai, avec le festival Piano Jacobin, qui est basé à Toulouse, où j'ai joué une fois en 2007. Et le directeur Paul Arnaud Péjuan, il m'a invité pour cette tournée, avec quelques autres pianistes, dont Adam Lalume, qui était mon collègue au Conservatoire de Paris, puis il y a 2 autres pianistes jazz. Oui, j'ai eu plein de belles expériences en Chine. Et quand je voyage, quand je vais dans un pays que je ne connais pas encore, j'ai des sentiments assez compliqués. Je suis très curieux, donc je m'excite, mais en même temps, j'ai une inquiétude si je serai bien reçu par le public, par les gens, et si je peux faire bien les amitiés. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir communication, d'avoir connexion humaine, faire des amitiés. Et donc, je vais faire des amis en Chine. Et j'ai essayé d'apprendre le chinois un peu, mais le premier jour où j'ai commencé, c'était le jour où je devais voyager en Chine. Donc, dans l'avion, j'ai ouvert le bouquin chinois, pour apprendre le chinois. Mais j'ai appris quelques mots quand même. Et on a eu la chance d'avoir un chauffeur vachement sympathique. Et avec M. Paul Arnaud Péjuan, on est allé au Grand Mur. Et c'est de Beijing, il fallait 1h30 de trajet de Beijing, donc Pékin. Donc j'ai été mis juste à côté du chauffeur et j'ai tout de suite demandé si je pouvais apprendre chinois avec lui et il a dit ok, très bien. Et il parlait un peu d'anglais et un peu français, ce qui était très bien. Et donc j'ai appris plein de choses de lui et au bout de la journée, j'ai commencé à communiquer avec les gens locaux dans le magasin. Je demande au vendeur combien ça coûte. J'aimerais avoir 2 ou 3, des choses comme ça. Et puis la réaction du public était aussi assez quelque chose de marquant pour moi. J'ai joué au premier... D'abord dans une ville qui s'appelle Wuhan, qui n'est pas une très grande ville comme Pékin, Shanghai, où j'ai joué plus tard. Et la réaction du public était un peu froide, si je me permets de dire honnêtement. Mais c'était mon impression. Mais on m'a dit que c'était toujours comme ça.
Ouais, donc c'était pas à cause de mon interprétation, mon concert, de ma nationalité. Comme il n'y a pas beaucoup de concerts comme ça, ce genre de concerts, c'est toujours un peu délicat, avoir le grand enthousiasme, de montrer l'enthousiasme à la fin de chaque pièce. Et c'est vrai que tout à la fin du concert, c'était déjà mieux. Mais au début, ils étaient assez comme ça. Et puis, il y avait beaucoup d'enfants qui marchaient, qui parlaient pendant que je jouais. Donc, forcément, les parents devaient surveiller les enfants et ils disent chi, quelque chose comme ça. Et donc, ils n'écoutaient pas la musique. Donc, bon, je peux comprendre tout ça. Mais à la fin du concert, j'ai fait quelque chose de bien. C'est que j'ai pris un micro et j'ai salué au public en chinois. Mais bon, j'ai dit que ni hao. Mais c'était là où j'ai senti vraiment il y a un accès avec le public, vraiment avec le cœur. Parce qu'ils ont applaudi vraiment avec enthousiasme. Et après que ça finit, il y avait longue queue pour l'autographe. Et les gens étaient tellement sympathiques. Et puis, au cours de signature, il y avait une dame qui m'a demandé si je pouvais écrire son nom en chinois. Parce qu'elle savait que les Japonais utilisent aussi les caractères chinois. Bon, on a modifié, on a simplifié les caractères. C'était trop compliqué pour nous. Mais en tout cas, elle m'a montré son nom écrit en chinois et je connaissais les 3 caractères qu'elle a écrits, donc j'ai écrit ça. Et tout le monde autour de moi était très impressionné. Et, moi je viens aussi. Donc après cette dame-là, j'étais obligé d'écrire tous les noms en chinois. Mais des fois, il y a des caractères que j'ai jamais vus dans ma vie, mais j'ai imité comme ça. C'était assez fatigant, mais quand même, je pense que ce fait a bien servi pour la communication et puis c'était une belle ambiance. Et donc j'ai fait ça dans 2 concerts, aux autres concerts à Pékin et Shanghai. Et chaque fois, j'ai eu pas mal de succès. Merci Kotaro pour cette interview. Oui, merci beaucoup.